Bon, eh bien, on va pouvoir commencer. Euh, Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur les matières carbonées et azotées qu'on avait vues rapidement la semaine dernière, puisqu'on en a besoin dans deux cas, pour gérer son compost et également pour faire des cultures en lasagne, comme on avait pu le voir semaine dernière. Et cette fois-ci, le partage fonctionne comme il faut. Donc, vous allez pouvoir avoir jolie photo. Donc voilà, donc les matières vertes azotées, les épluchures de légumes, les herbes fraîches, le marc de café, que moi j'aurais pas positionné là, je l'aurais positionné en matière sèche, mais c'est pas grave. Les fruits et légumes abîmés et les restes de repas. Et en matière carbonée, les feuilles mortes, les brindilles, les sciures et copeaux de bois, les essuie-tout, le papier, le carton, le papier journal. Je vais vous demander dans les commentaires, listez-moi des choses que vous avez entendu dire qu'elles n'allaient pas au compost et, euh, et je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de choses qui... Voilà. Donc les restes de repas, tout y va. Il n'y a pas de problème. Les agrumes. Alors, très souvent, on parle du fait que les agrumes, il ne faut pas les mettre au compost. En fait, euh, les agrumes, on ne les met pas si on a un lombricomposteur, parce que effectivement, les lombrics ne vont pas manger les, euh, les, les restes d'orange. Mais vous pourriez mettre des caisses d'oranges entières dans un composteur, elles seraient compostées parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que les vers de terre qui font le travail et ça sera dégradé. Donc il n'y a aucun problème pour mettre des agrumes et des restes d'agrumes. Il y a même une histoire un peu célèbre où une usine qui faisait du jus d'orange au Brésil avait mis un tas énorme d'épluchures d'orange à l'extérieur de son, euh, de son usine. Et elle avait été poursuivie pour avoir fait de la pollution, etc. Parce qu'on disait d'avoir mis un tas comme ça d'agrumes, ça allait polluer le sol. Et puis des années plus tard, le sol c'était une forêt. Parce qu'en fait, tout avait été composté. Donc je ne vous dis pas de mettre des caisses entières d'oranges, mais même si vous le faisiez, ça ne poserait pas de problème, ça serait composté. Ensuite, la viande. Alors, la viande se dégrade. Le problème que vous pouvez avoir en mettant de la viande, des restes de viande, pourrait éventuellement, on dit que ça attirerait un peu plus les rats, etc. Franchement, c'est tellement anecdotique. Et puis la quantité de viande que vous allez mettre dans votre... si vous étiez bouché, ça pourrait se discuter, mais c'est pas avec la quantité de viande que vous allez mettre dans votre compost que ça va poser un problème. Par contre, moi, je vous invite clairement à mettre des os, les os de poulet, etc., dans votre compost. Ça va prendre beaucoup de temps à se décomposer, mais c'est une source de minéraux, de phosphore très très importante. Et donc, en fait, on en a vraiment besoin au potager de cette source. Ça serait vraiment dommage de la jeter. Donc, donc voilà, pour la viande, les agrumes, les pelures d'oignons, il n'y a aucun problème non plus. J'avais jamais entendu parler de ça, mais non, il n'y a aucun problème avec les pelures d'oignons. Étonné de ne pas voir les coquilles d'œufs. Les coquilles, ça c'est la liste que vous avez devant les yeux n'est pas une liste exhaustive. C'est une liste comme une autre. Voilà. Mais les coquilles d'œufs, bien sûr, vous pouvez les mettre au contraire. C'est une source de calcium, c'est très bien. Donc les pots d'oignon, il n'y a pas de problème. Ce qui est carné, j'en ai parlé juste avant. Le plastique, bien entendu, ça, il n'y a pas de souci, on ne mettra pas de plastique, ça ne se désagrège pas. D'ailleurs, il y a même un scandale, c'est que les poches soi-disant biodégradables le seraient pas vraiment ou le sont dans des conditions tellement particulières que je vous déconseille de les mettre. Parce que, à moins qu'elles soient réellement... Alors, si vous savez que c'est fait en fécule de maïs, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais excepté ça, pour le moment, ce qui est soit les sacs
soi-disant biodégradables qui ne sont pas en papier cartonné ne le sont pas aujourd'hui. Les peaux de banane, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même au contraire, les peaux de banane, il y a pas mal de petites recettes avec ça. Vous avez, alors, qui c'est? Jo et Mylène, ils ont un animal squatter dans le compost. C'est, est-ce que quelqu'un peut envoyer le lien pour ce soir à Domi qui ne l'a pas? Euh, un animal squatter dans le compost. Et c'est quoi ton animal? Quelqu'un qui me dit de toute façon les insectes meurent dans notre compost. C'est pas faux. On va reparler des différents composteurs. Philippe qui nous dit oh là la viande ça va amener des sales bestioles. Mais toi il t'en reste pas de viande, c'est tes chiens qui les mangent. Non non franchement bah, après chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est- à moins que tu te mettes à jeter des tonnes et des tonnes de viande, je vois vraiment pas le problème. Euh, par rapport au. Oui Corinne c'est par rapport à Domi Ponce. Et tu as déjà vu une souris dans le compost, mais c'est normal, il y a des choses à grignoter. Ne serait-ce que tu jettes une épluchure de pomme, ta souris va vouloir la manger. C'est normal. Euh, voilà. Donc il y a pas, c'est pas anormal, c'est la vie, j'ai envie de te dire. Un compost, c'est vivant. Donc à part investir dans un chat, euh, voilà. Bref. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui seraient, oui, je comprends qu'elle te dérange pas. Quelque chose d'autre qui serait déconseillé pour dans le compost? Alors, Philippe, à cause des encres. Il faut vérifier, mais la dernière information que j'avais à ce sujet, c'est qu'il y avait des normes qui avaient avancé sur les encres utilisées dans les journaux. euh, et donc, les encres avec les matières interdites, dont j'ai oublié le nom, à base de plomb, je crois, ont été interdites justement pour ce genre de ça. Voilà, c'est ce que te dit Joël, c'est que les encres modernes sont normalement maintenant normées. C'est la même chose que les palettes. Souvent, les gens disaient les palettes c'est bien, on peut les utiliser au potager, on peut les utiliser pour plein de choses, sauf que il y a des produits chimiques dedans. C'était le cas et c'était vrai avant 2011, mais depuis 2011, le traitement chimique des palettes étant interdit, vous pouvez les utiliser partout pour tout ce que vous avez comme petit bricolage à faire au jardin et au potager. Carapace de crustacés, crabes et moules. Alors, effectivement, ça prendrait du temps à se désagréger, mais c'est pas un problème, c'est pas déconseillé d'en mettre. Euh, T'es un ancien imprimeur, oui, Philippe. Mais justement, c'est parce que t'es ancien, maintenant, apparemment, ça a dû changer. Pour revenir sur les carapaces de crustacés, de crabes et de moules, euh, oui, il y a des choses comme ça, comme les carapaces ou comme les os, qui mettent du temps à se désagréger. Mais pourtant, c'est plein de minéraux qui sont vraiment très importants et ce serait dommage de s'en priver. Euh, Faut-il composter son billet de train? Je ne sais pas avec quoi il est fait, donc je ne peux pas te le dire. Il faudrait se renseigner sur quoi il est fait. S'il y a des matières plastifiées dedans, je te le déconseille. Si c'est à base de carton et d'encre non toxique, voilà. Mais Philippe, je veux bien que si ça t'intéresse, faire une recherche pour savoir si c'est toujours le cas, si les encres utilisées aujourd'hui sont toujours nocives. Moi, dans les formations que j'ai entendues ces derniers temps, on disait qu'il n'y avait plus de soucis. Voilà. Alors, les toilettes sèches. Euh, les toilettes sèches. Euh, par... Attendez, Je vais arrêter hop. Par convention sociale, on ne met pas les toilettes sèches dans le compost. Juste parce que intellectuellement, c'est compliqué pour nous de se dire qu'on va utiliser un compost qui vient des déjections humaines. Cependant, si, si vous avez, si vous avez des toilettes sèches, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place des composteurs dédiés aux toilettes sèches et, euh, et en fait, au bout de 3 ans, on peut les réutiliser en priorité pour des arbres.
Voilà, parce que, pareil, par convention sociale, on va les utiliser plus pour des arbres, parce que ça nous dérange moins de manger une pomme qui a reçu du compost issu des toilettes sèches que de manger de la salade qui a été issue des toilettes sèches. Mais c'est une convention sociale, il n'y a vraiment pas de problème. Par rapport aux toilettes sèches, les points d'attention que je donnerais, c'est juste que il faut éviter, si on est sous traitement médicaux, euh, d'utiliser les toilettes sèches. Parce que, parce que les éléments, les résidus de médicaments euh, sont présents. Voilà. Excepté ça, il n'y a pas de souci. Donc, par rapport aux mauvaises herbes, les herbes indésirables que vous arrachez, vous pouvez totalement les mettre au compost. On nous a souvent dit qu'il fallait pas les y mettre parce qu'elles étaient souvent avec leurs graines. Mais comme on a vu au premier cours, les graines ne sont pas un problème si les conditions de germination ne sont pas euh, là. Et si on est arrivé à un sol qui ressemble à un sol forestier parce qu'il est bien couvert, parce qu'il est bien nourri, eh bien, ce ne sont plus les conditions pour les herbes indésirables qui repartent avec des graines, puisque, comme on l'avait vu, ces herbes partent quand le sol est nu. Donc, on peut mettre ces mauvaises herbes arrachées dans un composteur. Voilà. D'accord. Philippe nous précise que c'est les vieux stocks des imprimeurs qui peuvent passer, et donc les vieux stocks d'encre qui pourraient être encore utilisés. Donc en fait, Séverine, tu pourrais utiliser le contenu de tes toilettes sèches au bout de 3 ans pour ce que tu en as envie. Voilà. Par convention sociale, on le réserve pour, euh, pour les arbres. Les Chinois sont en avance sur nous sur ce sujet. Ils ont mis en place des collectes entières d'urine issue des écoles des enfants et ils déversent ça directement pour arroser les vergers. Voilà. On va continuer, on va repartir sur... Alors Philippe nous dit l'urine, c'est excellent mélange avec l'eau. C'est vrai, l'urine est un très bon engrais qu'il faut diluer à 10%, c'est-à-dire voilà, à 10%, et maximum tous les 15 jours sur un même lieu. Ça serait, sinon après vous allez entrer dans des problèmes. Mais effectivement, c'est un excellent euh, engrais. Et c'est vierge de toute bactérie, etc. L'urine, c'est quelque chose de propre. Ça a été justement, voilà. L'urine est propre et vous pouvez l'utiliser en engrais pour le potager. C'est ça, Stéphanie. 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau. Donc, comment on va se fournir dans les différents ingrédients? Je vous ai parlé vite fait la dernière fois des arbres trognes. Conduire un arbre en trogne, ça s'est fait pendant des siècles. C'est-à-dire qu'au lieu de le laisser pousser tout seul et qu'il prenne l'importance qu'il aurait voulu. Ah, je reviens pour finir sur l'urine. Si, les traitements médicaux passent dans l'urine. Donc c'est la raison pour laquelle l'urine et le compost euh, issu des toilettes sèches, c'est uniquement pour des matières, pour des gens qui ne prennent pas de traitement et la pilule contraceptive fait partie de ces traitements à éviter. Voilà. Donc, ces arbres, c'est des arbres qu'on va couper à hauteur différente pour pouvoir chaque année l'utiliser comme source de carbone. Alors, à l'époque, ce n'était pas comme source de carbone pour faire du bois ramé fragmenté, mais c'était utilisé pour nourrir les animaux. Quand les prairies arrivaient à un moment où c'était un peu la fin, on taillait ces arbres et on leur donnait cette forme caractéristique que vous allez voir. Là, c'est un schéma, mais ensuite, j'ai d'autres arbres voilà, comme ceux-ci. Ça, je pense que ce sont des mûriers blancs. Et ceux-là, sûrement des saules. Voilà. Ça servait, vous voyez, en bordure de champ. On pouvait les couper. Alors, on les laissait pousser au-dessus de ce que les animaux pouvaient prélever directement. Mais ça permettait d'avoir une deuxième prairie, une prairie aérienne
qui permettait de nourrir les animaux. Donc, on donnait ça aux bêtes et on récupérait les fagots et on faisait des tas de fagots qui servaient à chauffer surtout les, les, euh, les fours à pain. Ça intéressera Joël de savoir que les fours à pain euh, fonctionnaient surtout avec des fagots issus des arbres trogniers. Voilà. Ces arbres trogniers, ils ont des milliers de noms. Il y a un nom pour chaque région et il y en a partout en France. Et il y a toute une liste d'arbres. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Si vous les avez chez vous, vous allez pouvoir vous en rappeler. Donc, les tilleuls, donc je rappelle que les feuilles sont comestibles hein, en début de saison. Vous pouvez les manger en salade. Euh, le saule, le peuplier, le frêne, le sureau, le robinier faux acacia, qui est très courant dans notre région pour ceux qui sont du sud-ouest. Je ne sais pas pour le reste de la France. Et souvent, le robinier faux acacia, c'est une spontanée qui dérange. Et maintenant que je sais qu'on peut l'utiliser pour faire un apport en bois fragmenté dans nos potagers, dans notre compost, je le vois chaque fois que j'en croise, je trouve que c'est une belle ressource parce qu'il a une telle vigueur et il repousse tellement facilement que ce n'est plus un problème dans nos jardins, mais au contraire, on le voit comme un avantage. Oui, je peux répéter le nom des arbres. Mais on peut retrouver plein de listes, hein, ou après on peut faire dans l'autre sens, poser la question sur un moteur de recherche, tu tapes le nom de l'arbre et tu marques trogne pour savoir s'il peut être trogné ou pas. Donc la liste que j'ai donnée, c'est tilleul, saule, peuplier, frêne, sureau, robinier faux acacia, le châtaignier, le platane de nos villes, le mûrier, le bouleau, le noisetier, le chêne et le mûrier blanc. Et ça, c'est juste une liste indicative. En fait, quasiment tous les arbres peuvent se trogner. Et donc, vous avez les trognes radicaux comme cela, et puis on peut avoir une coupe un peu plus appuyée, qui ne va pas jusqu'à la trogne, mais qui peut servir pour faire une bonne source euh, de, de bois raméal fragmenté. Par exemple, en ce moment, comme j'ai besoin de pas mal de bois, je, je le prélève sur les robiniers faux acacias et également sur les pruneliers. Les pruneliers sont une bonne source d'approvisionnement aussi. Et souvent, les pruneliers, on n'en fait pas grand-chose du prunelier. À part nourrir les poules avec les prunelles, on ne peut pas en faire grand-chose, mais on peut valoriser les branches et les feuilles en les broyant pour notre potager. Si vous n'avez pas ça chez vous, vous avez peut-être pas loin de chez vous un élagueur ou un paysagiste. Et très souvent, les élagueurs et les paysagistes sont vraiment heureux de pouvoir se débarrasser du broyat de bois. Parce qu'en fait, de plus en plus, ils doivent payer ils doivent payer pour pouvoir se débarrasser de ça dans, j'ai perdu le mot, dans les recycleries. Ils doivent payer chaque camion qu'ils déversent. Donc, si vous leur dites, bah, si tu n'es pas très loin de chez moi, voilà, déchetterie, merci Philippe. Si vous avez un élagueur ou un paysagiste et vous lui dites, si tu n'es pas très loin de chez moi et que tu as une benne de broyat de bois, bah, tu es bienvenu chez moi. Alors, dites-lui que vous préférez quand même du, du bois d'un feuillu, parce que c'est quand même mieux. C'est quand même mieux que les bois issus de résineux, mais vous pouvez accepter un mélange entre du résineux et du feuillu. Pour le mélange, en fonction de votre terre, euh, un mélange de 20% de bois de résineux maximum, c'est bien, sauf si vous avez une terre totalement argileuse. Dans ce cas-là, ça ne posera aucun problème de monter jusqu'à 45%. Mais quand même en priorité, c'est quand même mieux, c'est moins acidifiant, enfin c'est pas acidifiant d'utiliser euh, du bois issu de feuillus. Si on n'a pas de broyeur, est-ce qu'il existe une technique pour le faire à la main? Euh, Pas vraiment, parce qu'il existe des vieilles machines. J'essaierai de vous retrouver une image de ces vieilles machines pour le faire à la main, mais c'est déjà avec un broyeur, c'est déjà tellement de travail que voilà, c'est déjà beaucoup de travail avec un broyeur. À la main, ça me semble très compliqué. Ce qu'on peut faire à la main, c'est tout ce qu'on peut couper avec un sécateur à main.
pourra passer à la tondeuse. On a souvent peur de passer des petites branches à la tondeuse, mais si vous pouvez, tout ce que vous pouvez couper à la main, avec un petit sécateur à main, votre tondeuse pourra le broyer avec sa lame. Donc vous pouvez vous faire des petits andins et le broyer à la tondeuse. C'est totalement faisable. La même chose avec les feuilles. Les tas de feuilles, vous pouvez les broyer de cette façon-là. Voilà. Pour pailler avec le bois raméal fragmenté, si vous avez déjà, si vous êtes sur un potager qui fonctionne déjà et que vous n'allez pas partir sur une culture en lasagne, vous allez pouvoir l'utiliser en paillage. Euh, c'est un peu tard là pour mettre du paillage en bois raméal directement. Euh, le- Si on fait un paillage de bois, il vaut mieux le faire à l'automne. Si maintenant on part sur du broyat, c'est uniquement dans le cadre d'un mélange avec des matières azotées, comme on a vu la dernière fois avec la butte de culture en lasagne. Mais quand vous partez sur un paillage en broyat de bois, maximum 2 ou 3 centimètres. C'est pas un problème si vous en mettez plus. Même si ça, ouais, non, c'est pas du tout un problème si vous en mettez plus, mais c'est surtout inutile. Donc, il vaut mieux en mettre à plus d'endroits et rester sur 2 ou 3 centimètres plutôt que d'en mettre 5, 6, 8, 10 centimètres comme on voit parfois. Mais sur une toute petite surface, ça va mettre des années à être assimilé par le sol. Bah, et à côté, vous pourriez avoir d'autres endroits pour le mettre. Par exemple, si vous avez un surplus de broyat, moi, là où j'étais avant, j'avais un paysagiste qui venait. Et du coup, j'en avais sous chacun de mes arbres, je faisais un joli rond qui faisait que c'était bon pour mon arbre. Et en plus, ça faisait toute une zone en moins à passer à des broussailleuses. Donc, j'en mettais sous chacun de mes arbres. Philippe en met sous ses, on peut exactement. Si on en a trop, on trouvera toujours un endroit où en mettre. Ça serait dommage de tout mettre au potager euh, quand c'est pas utile, alors qu'il y a d'autres endroits de chez nous qui pourraient en profiter. Ensuite, pour s'approvisionner en paille ou en foin, euh, là, alors les pailles, le foin, on essaie d'éviter, si on a, sauf si on n'a pas. Alors, le foin, c'est destiné à l'alimentation des animaux. Donc, à part du foin déclassé, le foin déclassé, c'est du foin qui aura pris l'humidité. Donc, si c'est du foin déclassé, vous pouvez le récupérer. Souvent, c'est gratuit parce que du foin déclassé qui a pris l'eau, ben, l'agriculteur ne peut rien en faire. Donc, il sera bien content de s'en débarrasser et vous pouvez en récupérer pour pailler chez vous. Euh, la paille, ça coûte entre 2 et 3 euros la botte de paille. Je parle de la botte rectangulaire que l'on peut déplacer dans un véhicule. Pareil, si l'agriculteur ou le paysan que vous connaissez a de la paille qui a pris l'eau, il ne pourra rien en faire parce que ça ne peut pas servir comme litière pour les animaux puisque ça a pris l'eau et l'humidité. Du coup, vous pouvez récupérer ça euh, pour chez vous. Ensuite, euh, le fumier de centre équestre, qui est plus pailleux que le fumier des vaches, euh, vous pouvez l'utiliser entre 5 et 10 centimètres en paillage, même maintenant, puisque c'est un mélange entre du carbone et de l'azote, donc c'est un bon paillage pour un peu tout le temps. Isabelle qui demande si on peut pailler avec des feuilles en ce moment. Oui, tu peux pailler avec des feuilles. C'est parfait. Si elles sont vertes, ben, ça fera un petit apport de matière azotée. Et si elles sont brunes, ben, ça fera de la matière carbonée. Donc oui, tu peux pailler avec ça. J'allais en parler juste après d'ailleurs. Donc c'est fait. On peut pailler, on l'a dit la dernière fois, mais on peut pailler à chaque tente maximum 5 centimètres avec de l'herbe de tonte. Puisque, puisque si on met plus de 5 centimètres, ça risque de compacter, de créer une croûte qui laisse plus respirer. Donc euh, l'herbe de tonte, on l'utilise maximum sur 5 centimètres. Mais vous verrez que d'une tonte à l'autre, elle aura quasiment disparu à chaque fois. Donc presque à chaque fois que vous tondez, vous pouvez en mettre.
Non, les feuilles de chêne ne rendent pas trop acides. Les feuilles de chêne font partie de ces feuilles qui mettent du temps à se décomposer. Ben ça a un avantage, c'est que ça permet de faire un paillage plus durable. Le meilleur des paillages, c'est le paillage qui sera mélangé. Si vous avez la possibilité de, de récupérer plusieurs sources différentes et de les mélanger, c'est toujours mieux que des paillages uniques. Oui, toutes les feuilles sont bonnes, qu'elles soient de bambou, le bambou, moi j'aime bien, parce qu'on en a souvent beaucoup sous une bambouserie. Et les feuilles de citronnier, oui, toutes les feuilles d'arbres. Il y a des feuilles qui se désagrègent moins rapidement que d'autres, mais en règle générale, toutes les feuilles sont bonnes. Il y aurait juste une petite exception, il me semble, avec le noyer, parce que ça a beaucoup de tanins et ça pourrait poser des soucis. Mais excepté le noyer, euh, puis même le noyer, c'est mélangé avec tout le reste, ça ne posera pas de soucis. C'est toujours une question de dose. Il faudrait que je vérifie, Myriam, qui me demande pour le châtaignier. Tout est une question de dose. Donc, il faudrait que je vérifie. Je ne me rappelle plus, je suis désolé. Ensuite, on peut pailler avec du compost. Si on peut avoir une source de compost pas chère ou gratuite, notamment avec les déchetteries, bah, et qu'on n'a pas grand-chose de mieux, bah, il faut imaginer que ça peut être aussi comme un compost, comme un paillage. Ça ne nourrit pas l'activité biologique du sol, mais ça, ça peut permettre. Il faut faire attention, le compost, quand il n'est pas mélangé avec de la terre, quand les vers de terre n'ont pas eu le temps de le mélanger, c'est très séchant. Donc ça veut dire que ça va protéger un peu la terre qui est en dessous, mais ça sera plus facilement sec que, qu'un autre paillage. Mais ça, c'est un très bon support de culture pour commencer un potager au dernier moment, comme la majorité d'entre vous vont malheureusement devoir le faire. Euh, donc voilà, le compost récupéré en déchetterie, dans des situations comme aujourd'hui, lancer un potager au dernier moment, c'est très utile. Ensuite, ça c'est des réflexions pour plus tard ou pour ceux qui ont un potager un peu plus avancé. On peut même réfléchir à mettre en place des zones de culture que j'appelle spécialisées plants pour paillage. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. C'est des plants que l'on va faire pousser en pensant qu'elles vont servir au paillage. La première que je vous présente, c'est la rose trémière. C'est c'est une plante qui pousse très facilement, qui peut même, si vous en plantez quelque part et vous en retrouvez à plusieurs endroits de chez vous. Et puis, ça peut servir pour faire un apport de matière organique. Vous le passez à la tondeuse et vous en servez de paillage. D'ailleurs, les feuilles et les fleurs sont comestibles. Et elles sont même, comme on dit, mucilagineuses. Ça veut dire que, alors pour vous donner un exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez sûrement déjà vu par contre de la tisane au tilleul. Et vous voyez, quand vous prenez le sachet de tilleul, il a quelque chose d'un petit peu, une matière un peu visqueuse dessus. Ben voilà, ça c'est quelque chose qui est mucilagineux. Ça veut dire que c'est une matière qui va protéger vos cordes, votre trachée, vos cordes vocales. C'est quelque chose qui va protéger. Voilà. Donc c'est une anecdote en passant, mais les pétales, pas la fleur en entier, mais les pétales de, de la rose trémière est comestible. Ça peut faire joli dans une salade. Euh, Ensuite, les artichauts. En fait, ça peut être pas mal aussi de planter des artichauts pour cette raison-là. Ça va nous apporter un paillage en novembre, quand on va les rabattre en fin de saison. Eh bien, c'est une bonne matière première pour faire un bon paillage. Donc, on fait deux choses en une. On fait de la culture potagère et en même temps, on pense à avoir du paillage pour plus tard. La... Oui, oui, Philippe. Si ton artichaut a été attaqué par un champignon, c'est vrai que c'est pas judicieux de l'utiliser cette année-là comme paillage, effectivement. La bourrache, j'aime beaucoup cette petite plante. Ça se sème assez facilement.
C'est mellifère, donc ça fait venir plein d'insectes mellifères dans votre potager, donc ça peut aider à avoir de meilleures récoltes pour tous vos, euh, tous vos plantes à fruits. Les fleurs sont également comestibles. Moi, j'aime beaucoup les rajouter dans les salades. Alors, c'est plus anecdotique qu'autre chose parce que la fleur est tellement petite que faut apprendre à l'accueillir aussi. Mais vous trouvez des vidéos sur Internet. Et ça fait joli dans une salade. Et c'est comestible. Donc, pourquoi s'en priver? La bourrache, c'est sa cousine. Ah oui, donc elle peut servir à plein de choses. La bourrache va servir pour faire venir les insectes. Et puis si on a des besoins de paillage, ben, vu sa capacité à bien pousser, également, ça peut être l'idée de la couper et puis de l'utiliser comme paillage. Ainsi que sa cousine, la consoude. La consoude est très à la mode parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait énormément de qualités. Euh, Elle va très profondément avec ses racines. C'est pour ça que certains conseillent de choisir plutôt une consoude euh, de Russie. La consoude de Russie qui est alors, tout le temps, on vous conseillera de ne pas utiliser des plantes croisées, sauf pour la consoude. Et donc, la consoude de Russie, c'est un croisement entre deux consoudes différentes et ce qui la rend stérile. Pourquoi voudrait-on rendre la consoude stérile? Parce que elle pourrait se développer grandement. Et comme elle a des racines qui vont très très profondément, si on la laissait proliférer, on se retrouverait facilement envahi. Donc on va choisir euh, cette consoude qui ne se développe pas par les graines, mais uniquement par bouturage des racines. Donc, comme elle devient assez courante, vous pouvez trouver des gens qui acceptent de vous passer des bouts de racines. Vous pouvez en acheter. Les morceaux de racines sont souvent assez chers, euh, enfin, par rapport à ce que c'est, mais ça se démocratise. Et pourquoi elle est vraiment appréciée? Ben, Jérôme nous a dit que c'était son meilleur engrais en purin, et c'est vrai, c'est un très bon engrais en purin. Même si, comme je vous l'ai dit lors du dernier cours, le meilleur des engrais, c'est de nourrir son sol au fur et à mesure. Mais si sur une certaine culture, on a besoin d'un coup de boost, ben, voilà, ça peut faire partie des solutions. On l'aime beaucoup aussi pour ses qualités médicinales. Elle se mange, on peut manger des beignets de feuilles de consoude, d'ailleurs, même des beignets de feuilles de bourrache également. Et aussi, pourquoi on l'aime beaucoup? Parce que comme elle a des racines qui vont très profondément dans le sol, elle a une capacité à remonter à la surface plein de minéraux. Et elle a une autre qualité, c'est qu'on peut euh, la couper jusqu'à 5 à 6 fois par an. C'est-à-dire que ça fait un apport, quand notre consoude est bien installée, ça fait un apport en paillage et en minéraux euh, très régulier. Certains disent qu'il faudrait un pied de consoude sous chaque arbre fruitier, parce que les arbres fruitiers ont vraiment besoin de tout ce que peut leur apporter la consoude qui se décomposerait à leurs pieds. Donc, ceux qui ont pas mal de fruitiers pourraient imaginer de planter de la consoude au pied de chaque arbre, et puis régulièrement, tous les 2 mois, couper les feuilles et les poser au sol pour améliorer la vie du sol de cet arbre fruitier. Le figuier, on n'y pense pas, mais le figuier, c'est un arbre qui est tellement facile à bouturer. Si vous voulez vous lancer dans la bouture, commencez par le figuier. C'est vraiment un régal. Euh, Même si on se plante, on arrive quand même à le faire pousser. Je pense qu'il faut presque même, ce serait presque le contraire, et il faudrait être très bon pour arriver à ne pas bien le bouturer. Donc, blague à part, c'est très facile à bouturer. Donc, vous pourriez imaginer des petites haies dans des coins de bambou, pas de bambou, mais de, de figuier, et ainsi eh bien, en couper 1/4 chaque année. Ce qui fait que chaque année, on pourrait avoir des figuiers qui sont destinés à devenir du paillage et des figuiers qui sont en train de maturer pour pouvoir porter du fruit. Et donc, en faisant des petites haies de figuiers au bord d'un chemin, on pourrait, et en coupant un arbre sur 4 chaque année,
Mais en le coupant, vous pouvez y aller jusqu'au tronc, hein. Eh bien, ça vous permettrait d'avoir un apport de matière organique chaque année très régulier. Voilà. Et puis, si jamais ils commencent à vraiment pousser trop, eh ben, vous les taillez d'autant plus et ils repartiront. Le figuier, vraiment, il accepte de tout subir et il repart de plus belle. Donc, c'est vraiment quelque chose ça peut être une source de matière organique et de fruits très intéressante. Oui, tout à fait. Comme le dit Joël, c'est plus simple à bouturer que de planter un plant acheté. Ensuite, cette fleur qui ressemble à la rose trémière, c'est la lavater. C'est la même chose, c'est des fleurs qu'on peut mettre dans des coins de notre potager qui peuvent nous servir aussi, qui ont une capacité à se développer assez facilement. Donc la lavater et qui peuvent servir d'apport de matière organique. Donc voilà, on peut, c'est, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on peut imaginer comment planter des choses et donc concevoir son jardin de façon différente. On peut avoir une zone qui va nous servir devant la maison pour avoir des belles fleurs, et en sachant qu'on va en planter un peu plus que nécessaire parce qu'on sait qu'on va en sacrifier quelques-unes pour pouvoir s'en servir de matière organique pour notre potager. Et nos arbres, certains qui nous semblaient ne servir à rien, comme le robinier ou le prunelier, tout d'un coup peuvent avoir une utilité et être très intéressants. Parenthèse sur le prunelier, si jamais vous avez des poules, c'est très très intéressant à faire pousser dans l'enclos de vos poules. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez des branches qui commencent à pousser, les forcer avec des fils de fer retenus par une pierre à pousser le long du sol. Et une fois que ça sera, au bout de 2 ans, que ça aura bien pris la forme, vous enlevez les fils de fer et ça fait des lieux de perchoir ombragés pour vos poules. Et donc, ensuite, vous allez pouvoir le mener comme un petit bosquet et ça fait un lieu de cachette d'ombre pour vos poules et elles seront très contentes de pouvoir grignoter les prunelles quand ce sera la saison. Donc, vous faites, en plantant des petits pruneliers chez vos poules, ben, vous faites un perchoir, de l'ombre et de l'alimentation pour vos poules. Et puis, ça peut aussi être un lieu où vous allez régulièrement, pour le garder à hauteur raisonnable, ben, récupérer des branches. Vous passez d'un arbre qui servait à rien à un arbre qui vous sert dans plein de situations pour votre maison. Voilà. Et ensuite, il y a bien sûr les engrais verts, mais les engrais verts en potager, ça reste anecdotique. C'est bien développé mais c'est quand même une source intéressante. Les engrais verts que vous mettez à la fin d'une production et qui vont vous servir à faire pousser de la matière organique sur votre terre et que vous allez pouvoir coucher ou faucher avant la floraison ou au moment de la floraison. Voilà pour ce point-là. On va passer sur les bacs. Voici le meilleur bac à compost. Alors oui, il n'y a pas de bac et ce n'est pas agréable à voir. Mais ça restera toujours la meilleure façon de composter. Euh, Sauf si vous êtes dans un terrain qui est vraiment marécageux, où là, il pourrait y avoir un excès d'eau, mais le fait d'avoir un compost en tas fait que la vie du sol se régule facilement. Il n'y a pas tant que ça d'excès d'eau. Les excès d'eau arrivent plutôt si on a un bac fermé euh, en dessous, et, mais sinon, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Si on veut pouvoir cacher ça, voici la deuxième meilleure solution. Pour ceux qui ont un peu de place, serait de faire non pas un, mais 3 zones de compostage. Le premier, il y a marqué bac d'apport. Moi, j'appellerais ça euh, le premier, je l'appellerais premier bac de maturation. Et quand le premier bac est plein, vous transvasez le contenu du premier bac dans le deuxième. Alors, à quoi ça va servir? Le fait de déplacer ce tas de compost va faire que vous allez remélanger les matières. Vous allez réoxygéner le tas et donc relancer la dégradation. Et ensuite, quand votre premier bac est de nouveau plein, vous transvasez le contenu du deuxième bac dans le troisième bac
et le contenu du premier bac dans le deuxième bac et vous recommencez à remplir le premier. Résultat, vous n'avez plus à vous poser la question, est-ce que mon compost il est assez mature, etc. Parce que en l'ayant remué 2 fois, de cette façon-là entièrement, vous avez à chaque fois relancé l'activité du composteur et du compost, et vous avez un compost qui est prêt à l'utilisation. Mais effectivement, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont de la place et beaucoup d'apports en compost. Voici, euh, alors j'espère que vous n'en avez pas chez vous, c'est le moins bon des composteurs ou le pire des composteurs. Celui qui a été distribué en masse par les CIVOM et par les communautés de communes. Ah, c'est celui-là que tu as, Philippe. Et en fait, si vous l'avez, mettez-le à l'ombre parce que c'est un tueur de vie. Le plastique chauffe, mais c'est normal que ça soit le vôtre. C'est très souvent celui qu'on trouve. Euh, En fait, le fait que tout soit en plastique, il chauffe beaucoup plus rapidement et au bout d'une certaine température, la vie microbienne s'arrête. Donc, c'est vraiment pas l'idéal pour composter. Euh, voilà, presque celui-ci serait beaucoup mieux. Soit deux palettes, 3 palettes ajoutées les unes aux autres. C'est normal, Laurent, que toi aussi tu l'aies. Voilà, c'est celui qui est le plus courant. On le sait pas. On nous propose celui-ci, mais voilà. C'est vraiment un composteur qui est pas génial. Voilà. C'est pas bon pour la vie la vie du composteur. Il n'est pas pratique parce qu'en fait, on peut rien faire. On peut pas remuer vraiment, ou alors il faut acheter une sorte de toupie qui est infernale. L'avantage de quelque chose comme ça à trois pans, voire à quatre, avec un quatrième qui est enlevable. Euh, ah oui, tu es obligé de le laisser ouvert, sinon ça meurt dedans. Euh, Là, c'est facile d'accéder avec une fourche ou avec une pelle et de pouvoir remuer le tas ou le déplacer, etc., d'accéder au compost qui est dessus, dessous, le terreau qui est fait. Tandis que sur celui-ci, même s'il y a une trappe d'accès, c'est... voilà. Bref. Si vous en avez un, c'est pas mal. Si vous avez celui-là, c'est mieux. Anne-France me parle du potager en trou de serrure. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous parler du potager en trou de serrure à ce moment-là, et c'est ce que je fais d'habitude. Mais d'habitude, j'ai de quoi dessiner pour pouvoir le faire. Alors, je vais attraper de quoi dessiner et je reviens. De toute façon, j'en aurai besoin pour après. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande... Attendez, je retourne sur les commentaires. La pluie ne délave pas le compost. On vit en Bretagne. Alors non, il n'y a pas de problème de compost délavé. Euh, Vraiment pas. Il n'y a pas de souci. Au contraire, en fait, s'il y a de l'eau qui vient et qui entraîne des nutriments, ça va les entraîner vers votre potager. Ah, d'ailleurs, petite parenthèse. Où mettons, souvent, on le met au fond du jardin, là où ça ne nous dérange pas trop. Et c'est pas la meilleure des idées. Parce qu'en fait, quand le compost est en train de se faire, il y a quelque chose qui se passe, c'est aussi le thé de compost. Ce qu'on appelle le thé de compost, c'est justement ce liquide qui va s'écouler du compost, qui est chargé de plein de minéraux, qui est chargé de plein d'éléments essentiels. Et en fait, tout ça va s'écouler sur le terrain où est positionné le composteur. Donc, souvent dans un coin loin, qui n'est entouré que de ce genre de choses. Alors, vous allez vous retrouver avec un composteur qui va infuser votre lieu de culture. D'où le potager en trou de serrure.
qui s'appelle Keol Garden, qui nous vient du Burkina Faso. L'idée est simple, c'est de pouvoir justement, en partant de ce problème-là, où on a les éléments qui partent du compost et qui sont perdus, et aussi dans un souci de faire des économies d'eau, puisqu'on est au Burkina Faso, et qu'on fait la vaisselle et la lessive avec des produits qui sont dégradables. Alors, je vais faire un dessin que je vais vous montrer. Mon petit rond là, on va dire que c'est un composteur. C'est l'endroit où j'ai placé mon compost. Et je vais venir installer toute une zone de culture autour. Comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai laissé un petit accès. Donc j'ai une zone de culture qui va se faire tout autour de mon compost et donc qui va bénéficier de tous les apports qui vont pouvoir être faits, qui vont pouvoir sortir du compost pendant la durée de décomposition, de dégradation du compost. Et donc le petit accès, on le fait souvent au nord de la parcelle, puisque parce que c'est une zone un peu moins productive en théorie, et qui nous permet d'accéder directement au composteur et de verser dedans. Il faut penser à ce composteur à avoir la possibilité d'enlever la partie qui est devant pour pouvoir justement, comme je le disais tout à l'heure, accéder au compost, pouvoir le remuer si nécessaire, etc. On reverra le composteur semaine prochaine, ce composteur-là la semaine prochaine, parce que je vous en parlerai dans le cadre de la gestion de certains prédateurs et notamment des limaces. Et cette fois-ci, je prendrai je vous montrerai. Et voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas de questions en attendant. Alors, est-ce que tu vas parler des matières que l'on met directement au potager sans passer par un compost? Donc Rachel, je ne sais pas si tu étais là samedi dernier ou si tu as pu écouter la vidéo depuis. C'est justement ce que j'ai dit la semaine dernière. Toutes les matières que l'on peut mettre dans un composteur, on peut les mettre directement au potager. Toutes. La seule chose, de nouveau par convention sociale, on ne fait pas notre compost. Rares sont les personnes qui font un compost directement en surface. Pourtant, le meilleur des composts, c'est celui-ci. Celui-ci où on va mettre tous nos épluchures de légumes directement sur les zones de culture, etc. Pourquoi on ne le fait pas? Tout simplement parce que c'est moche et qu'on n'est pas tous prêts à accepter d'avoir un potager qui ressemble à un grand composteur avec des épluchures de pommes, des restes de bananes, etc. Puis on a envie souvent on a envie d'être dans un lieu qui est beau à voir. Et donc on préfère voir un joli paillage. Certains préfèrent voir une belle terre à nu, mais plus ça avance, moins ils sont nombreux. Mais on préfère voir un joli paillage. Alors certains trichent, certains soulèvent la paille, voilà, comme Jérôme qui nous dit, je les cache discrètement. Exactement, on peut soulever la paille, soulever le paillage et les mettre dessous. Mais toutes les matières qu'on a vues là, toutes ces matières qui sont acceptées au compost sont acceptées directement en place au potager et ça sera toujours la meilleure façon de composter. Parce qu'ils vont se dégrader plus lentement et de meilleure façon que dans un composteur où il y a les bactéries qui vont prendre plus la place que par rapport au reste de la faune, de la microfaune. Et donc, voilà. Comme je l'ai dit samedi dernier, il y a un célèbre formateur du monde agricole qui a fait une vidéo un peu pour buzzer, mais vraiment qui dit des choses qui sont vraies. Si le sujet vous intéresse, vous cherchez composter, c'est polluer.
vaut mieux chercher le titre que de chercher l'auteur, qui est Konrad Schreiber, parce que ça marche. Rachel qui me dit qu'en entendant l'enseignement de la semaine dernière, ils ont enlevé leur composteur. Oui, voilà. Donc tout ce qu'on a cité là, tout peut aller directement en paillage ou sous le paillage. Et après, c'est à vous de décider avec vous et votre famille, qu'est-ce que vous acceptez comme voilà. Qu'est-ce que vous attendez de votre potager? On va au plus efficace et on ne se prend pas la tête sur l'aspect esthétique? Est-ce que l'aspect esthétique est important pour vous? Voilà, chacun est maître chez lui. Il y a aussi le regard des voisins, le regard de la belle famille, le regard des amis. On n'est pas tous égaux là-dessus. Voilà. Après, chacun fait en fonction de ses critères. Mais effectivement, les deux techniques sont faisables. Voilà. Une fois qu'on a du bon compost, qu'on a soi-même fait, ou qu'on a récupéré du bon compost, on va commencer à parler. Oui, exactement, Laurent. Moi, pareil. On va commencer à parler de culture. Vous allez vous dire, enfin, il était temps qu'on commence à parler de comment on cultive nos plants. Alors, j'ai envie de vous proposer de commencer par une culture qui parfois est très surprenante, parce que quand on parle de cette culture, souvent ça a été source de beaucoup de mal de dos, source de beaucoup d'épuisement. Et finalement, on s'est rendu compte en retournant en Bolivie, certains l'auront déjà reconnu, je vais parler de la pomme de terre. On s'est rendu compte que les Boliviens cultiver la pomme de terre sous paille et non plus enterrée comme nous le faisons. Et donc, vous pouvez faire ça chez vous et poser directement sur un carré de pelouse ou sur ce qui vous reste, ce que vous avez, des pommes de terre tous les 30 cm. Et puis, par-dessus, vous allez rajouter un peu de compost. Alors là, je trouve que j'aurais bien facilement doublé les quantités, mais la personne qui l'a fait est allée jusqu'au bout et ça s'est très bien passé, donc ça peut suffire. Ensuite, la personne a rajouté tout autour, vous voyez, de l'herbe de tonte en plus, et ensuite a commencé à pailler légèrement. Et puis, vous savez, dans la culture de la pomme de terre, une fois que les feuilles ont bien poussé, il faut les buter. C'est-à-dire ramener de la terre des allées sur les plants de pommes de terre pour être sûr qu'il y ait une quantité suffisante pour que les tubercules soient bien enterrés. Parce que si les tubercules ne sont pas bien enterrés, ils vont commencer à verdir, ils vont commencer à faire de la photosynthèse et ils vont devenir toxiques à la consommation. Donc, on les paille. Vous voyez les petits plants de pommes de terre qui commencent à sortir de la paille. Et quand ils grandissent, on rajoute de l'herbe de tonte, du paillage, ce que vous avez comme style de paillage. Et plus ça grandit, plus vous rajoutez de la paille. Et alors, oui, tu peux encore en semer des pommes de terre. Maintenant, je dis plus planter des pommes de terre, je dis semer des pommes de terre. Oui, tu peux en faire, il n'y a pas de problème. Et donc, vous pouvez utiliser cette technique. Alors, il manque la dernière photo, la photo de la récolte. La personne chez qui j'ai récupéré ça était désolée parce que son mari était trop pressé. Il a fait ça alors qu'elle était au travail et elle n'a pas pu prendre la dernière photo, qui est la photo de la récolte. Et elle nous assure que la récolte était de qualité. Et je le crois volontiers puisque c'est une culture que j'ai fait plusieurs années de suite et que j'ai eu pas mal de pommes de terre de calibre très intéressant. Certains, au lieu du compost, utilisent du broyat de bois, du BRF. Voilà, c'est une culture qui devient facile. On peut même pousser le bouchon un peu plus loin. Je ne comprenais pas pourquoi, alors que chez moi, j'étais le seul qui allait au compost. Donc, je savais exactement ce que je mettais dans mon composteur. Mais à chaque fois que j'étalais ce terreau-là, ce compost-là, je me retrouvais, ou même directement dans le composteur, avec des pousses de pommes de terre. Alors que je ne mettais jamais
de pommes de terre abîmées ou des morceaux de pommes de terre dans mon composteur. Et la seule chose qui ressemblait à de la pomme de terre que je mettais, c'était quand ma femme épluchait les pommes de terre pour les cuisiner et qu'elle les épluchait avant cuisson, c'était ces pelures de pommes de terre que je mettais. Alors je me suis dit, mais est-ce que ça serait suffisant pour faire pousser des pommes de terre, des pelures de pommes de terre? Et donc j'ai fait le test. Une fois où ma femme refaisait des frites, j'ai récupéré les pelures de pommes de terre. Je suis allé les semer, je les ai recouverts d'un lit de terreau et elles ont poussé et donné des pommes de terre. Alors Philippe nous demande, ça vaut vraiment le coup au vu des prix des pommes de terre. Tu parles du prix avant ou après crise? Moi, ce que je fais, c'est que pour récupérer des pommes de terre, déjà, vous pouvez, si vous gérez mal votre stock, vous avez des pommes de terre qui ont commencé à germer. Donc, vous pouvez, comme semer des pommes de terre entières, vous pouvez aussi, les anciens, les couper. Ils coupaient les pommes de terre pour les semer, ils laissaient 3 yeux sur, donc trois débuts de germe par morceau. Et donc, ils coupaient la pomme de terre en deux, en trois, en fonction de la taille de la pomme de terre. Et c'est ça qu'ils plantaient. Et il y avait assez de nourriture pour lancer une culture de pommes de terre. Et comme je vous ai dit, bah, si vous voulez semer des épluchures de pommes de terre, ça ne vous coûtera rien du tout. Euh, donc ça vaut le coup, même si elles avaient un petit peu de mal à partir et même si elles ne faisaient pas des gros tubercules, ça serait quand même des tubercules qui seraient gratuits. Ah, c'est sûr que si tu as la chair, Molly qui nous dit que apparemment, sa mamie lui disait que plus il y a de nutriments, les nutriments sont dans le tubercule, donc plus il y en a, plus il y a un meilleur départ. C'est vrai, mais la preuve est qu'on peut faire pousser ne serait-ce qu'à partir d'une peau de, d'une peau de pomme de terre. Et donc, ma petite astuce, si vous êtes client fidèle d'un endroit qui vend des fruits et légumes et que vous avez lié une amitié euh, et que vous avez lié une amitié avec votre vendeur de légumes, vous pouvez lui demander s'il serait d'accord de vous céder les pommes de terre abîmées ou les pommes de terre qui ont commencé à germer ou les grenailles parce que très souvent ils ne vendent pas les grenailles. Les grenailles, c'est les toutes petites pommes de terre. Et comme les gens choisissent les pommes de terre, ben, pour manger, ils vont choisir de sélectionner les grosses pommes de terre et ils vont laisser les toutes petites. Et souvent, ils n'arrivent pas à les vendre, ces pommes de terre. Des pommes de terre grenaille, une fois lavées, directement au four, comme ça, c'est très très bon. Et il y a plein de recettes avec des pommes de terre grenaille. Mais ils seraient franchement d'accord de vous les donner si vous avez un minimum de relation, j'imagine. Moi, je travaille avec beaucoup de magasins bio. euh, donc, je peux facilement, pour ceux qui sont de la communauté toulousaine, si vous avez besoin, et dans tous les cas, je vais récupérer des pommes de terre pour ceux qui souhaiteraient en semer chez eux. J'en ai déjà planté quelques-unes derrière l'église il y a 15 jours et j'en récupérerai pour ceux qui le souhaitent. Euh, je ne sais pas si j'en aurai pour tout le monde, mais en tout cas, je vais essayer d'en récupérer et je peux assez facilement en avoir par ce biais-là. Et vous aussi, si vous êtes client régulier d'un endroit, eh bien, vous pouvez demander. Alors, souvent, si ce n'est pas un magasin bio, on va vous dire oui, mais elles ont été traitées anti-germination. Eh bien, je peux vous assurer qu'une pomme de terre traitée anti-germination qui est mise sous terreau, elle germe. Parce que l'anti-germinatif qu'ils vont mettre, c'est pour empêcher qu'elle germe dans des conditions de magasin, c'est-à-dire au sec, dans un sac. Mais, euh, mais c'est pas, voilà, une fois qu'elle se retrouve avec l'humidité du sol, de la terre, il n'y a pas de problème, ça germe. Là, de tête, je ne suis désolé, j'ai pas les quantités pour un foyer de 4 personnes, de quantité de pommes de terre, mais c'est une recherche assez rapide sur un moteur de recherche. Une pomme de terre va produire combien de pommes de terre? Ah, je ne peux pas te répondre à cette question parce que, d'une, je ne me suis jamais posé la question. Je sais que ça se multiplie bien. Donc, j'ai pas cette information-là. Ça va aussi dépendre de la qualité du sol où- que tu as.
Mais même sur pelouse, comme l'exemple que nous avons sous les yeux, ça fonctionne. Donc voilà. Oui, c'est sûr, Corinne, les pommes de terre grenaille, on les épluche pas. Parce que si on sème on va pas s'embêter à les éplucher. On va les mettre directement soit au four, et si on souhaite les multiplier, eh bien, on va les mettre sous paille et sous compost, et elles vont se multiplier pour notre plus grand bonheur. Donc ça revient un peu à répondre à ta question, Philippe, par rapport au prix. Le prix de la pomme de terre cultivée, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose, un kilo de pommes de terre. Et vu l'effort que ça nécessite quand on les cultive avec un motoculteur, c'est sûr que ça se réfléchit. Mais si on les cultive juste en les posant sur le sol et en le recouvrant un peu de compost et de paille, et que c'est la seule chose qu'on a à faire, franchement, le prix ne rentre plus en ligne de compte pour moi. Voilà. Fébé nous demande si on peut mettre du marc de café directement dans le terreau des pommes de terre. Le marc de café, on en met partout, partout où vous voulez. C'est un très bon apport. Euh, le marc de café, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Vous pouvez l'utiliser à la douche pour vous faire un petit gommage. Vous pouvez l'utiliser en le versant directement dans les canalisations. Ça, comme c'est granuleux, ça va nettoyer vos canalisations. Et si vous le mettez dans la terre, ça va enrichir votre terre et vous pouvez le mettre partout. Voilà. La seule chose, c'est de ne pas la mettre toujours au même endroit. Comme d'habitude, c'est toujours une histoire de quantité. Alors, sur les compagnonnages, c'est la question, c'est le sujet d'après, Jérôme. Donc, parfait. Et Séverine nous dit, je crois que ça éloigne les fourmis. Sujet suivant. Nous y venons, Jérôme, le compagnonnage. Peut avoir l'air ardu parce qu'il est avec plein de noms latins. Ce sont les familles botaniques de ce que nous avons au potager, de certains légumes. Et s'ils ne sont pas tous, c'est pas très grave, on peut facilement retrouver quelle famille. Ça, c'est quelque chose qui va devenir important quand vous décidez, quand vous réfléchissez à quoi planter dans l'année. Il y a des études qui ont été faites sur les bons compagnons au potager. Là où nous en sommes de ces études-là, je crois que les études que l'on fait fonctionnent et fonctionneront toujours, à part une famille que je vais vous expliquer en particulier, mais il apparaît maintenant évident que plus nous mélangeons les familles de botaniques au potager, plus elles ont une résistance qui est accentuée, elles cohabitent très bien, en fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on peut soit retenir toute une liste de compagnonnages qui ont été étudiés et qui ont scientifiquement été avérés utiles. Et il y a même des livres qui sortent à ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous y pencher. Mais maintenant qu'on a un peu avancé dans le domaine de la permaculture, on pense, parce qu'il faudrait l'étudier scientifiquement, ce qui est très compliqué dans ce domaine-là, mais qu'en fait, tous les compagnonnages sont bénéfiques. Sauf certains que je vais vous expliquer parce qu'on a vu et étudié que certains étaient négatifs. Mais sinon, les règles qu'on va apprendre, c'est que quand on veut mettre en place un potager avec plusieurs légumes, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des lignes entières de légumes de la même taille. Alors, je vais de nouveau enlever le partage pour vous faire un petit dessin qui va vous expliquer. Vous n'allez pas comprendre le lien au début, mais vous allez comprendre ensuite. On va partir dans le monde animal. Je suis en train de dessiner un grand parc pour mes animaux. Et je suis en train de faire des enclos de 1 cm, de 1 mètre carré par 1 mètre carré. Donc je suis en train de faire un parc pour mes animaux de chaque fois des petits parcs, voyez, des petits parcs de 1 mètre carré chacun. Et
dans chacun, je vais mettre un animal différent. Oui, c'est ça, c'est une prison que je suis en train de faire, Laurent, tu as raison. Alors, en fait, j'ai même pas besoin de le faire. Je vais juste vous montrer et vous dire, imaginons, dans chacun des carrés, je mets un cochon. OK? Si j'ai le premier cochon en haut à gauche qui tombe malade, ils sont confinés, effectivement. Mais ils sont pas vraiment confinés puisqu'ils sont chacun dans son petit enclos, mais ils peuvent toucher le groin de leur voisin. Donc, j'ai mon premier cochon qui tombe malade. Question? Non, question, combien de cochons, j'ai failli dire de moutons, je vous remercie, combien de cochons seront malades une semaine plus tard? La réponse, c'est tous. Effectivement, si je mets tous mes cochons dans des enclos les uns après les autres, comme ils sont tous les uns en contact avec les autres, tous mes cochons rapidement vont être malades. Effectivement, ça va commencer par les trois premiers. Mais à la fin, tous mes cochons seront malades. Maintenant, dans mon premier carré, je vais mettre un cochon. Dans le deuxième, je vais mettre une poule. Je vais mettre un âne, euh, un chat, un chien, etc. Ah, Beria nous demande pourquoi tous les cochons vont être malades. Parce qu'en fait, si je fais un enclos, là, comme celui-ci, et que je mets dans chaque case un cochon, comme ces cases sont toutes en contact les unes avec les autres, parce que c'est juste une petite barrière que j'ai mise, je les ai pas empêchés de se parler. Ils peuvent se toucher, ils peuvent se voir, ils peuvent se renifler d'une case à l'autre. Du coup, si le premier cochon tombe malade, il va passer la maladie aux ceux qui l'entourent, etc. Et tous les cochons vont finir par tomber malades. Si je fais des cases hexagonales, ça sera le même résultat. Donc, je reprends mon deuxième exemple. Plutôt que de faire euh, un, euh, de mettre des cochons dans chacune des cases, je vais mettre un animal différent dans chacune des cases. Pour que chaque fois, un cochon ne se retrouve pas à côté d'un cochon, mais qu'il ait à côté de lui eh bien, une poule, un lapin, euh, un âne et un canard. Et ainsi de suite. Je vais construire mon, mon, mon enclos de cette façon-là. Si le premier cochon tombe malade, d'après vous, combien de cochons tomberont malades? Toujours dans mon même graphique. Si le premier cochon est malade ici, et que le cochon suivant, il se trouve là, eh bien, aucun notre cochon ne sera malade. Je ne sais pas pourquoi tu as trouvé deux, Joël, mais d'après moi, si le cochon n'est en contact avec aucun autre cochon, il sera malade. Il y aura un seul cochon malade. Donc, je reviens à mon explication pour les plantes. Pourquoi connaître les familles? Pour la simple et bonne raison que si on met des plantes les unes à côté des autres de familles différentes, eh bien, ça va couper les maladies, etc. Exactement, les espèces différentes ne sont pas sensibles aux mêmes maladies. Et donc, il va falloir qu'on apprenne quelles sont ces familles-là. Parce que, par exemple, il y en a qui sont surprenantes. Euh, alors, par exemple, je prends la famille des Solanacées en bas du tableau au centre. Bon, il en manque une dans cette liste. Il y a marqué il y a l'aubergine, le poivron et la tomate. Eh bien, on pourrait rajouter aussi en Solanacée la pomme de terre. Et donc, ça se voit en fait, une fois que vous le savez, ça se voit aux fleurs souvent. Bon, il y a plein de choses, façons de le savoir, mais notamment les fleurs. Et donc, si on met un pied d'aubergine et un pied de tomate l'un à côté de l'autre, eh bien, si l'un attrape une maladie, le deuxième va attraper la même. Donc, on va pouvoir, en connaissant les familles et en se rappelant qu'on ne doit pas les mettre les uns à côté des autres, euh, espacer, euh, mélanger nos cultures et les espacer. Avant, nous faisions une rangée de carottes, une rangée de tomates, une rangée de petits pois, etc. Et là, maintenant, on va tout mélanger. Et en mélangeant tout le monde, on va améliorer la protection de chacun. Et alors, la question qu'on va me poser, c'est, mais si on les met tous ensemble, ils vont
est-ce qu'ils ne vont pas être en concurrence les uns et les autres? Justement, comme si on mettait côte à côte des légumes de la même famille, ils auraient les mêmes besoins à peu près au même moment et un système racinaire à peu près sensiblement pareil. Si on met des plantes qui ont des systèmes racinaires différents, elles ne vont pas avoir les mêmes besoins au même moment, etc. et elles vont se protéger mutuellement. Et l'une pourrait être exactement le médicament de l'autre ou pourrait chasser par son odeur particulière le ravageur d'une autre, etc. Tout ce qui est ravageur, on verra ça la semaine prochaine. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Donc, comment on va construire notre nouveau potager de façon plus efficace? Eh bien, je prends un plan et je vais, au moment de réfléchir, bien, première chose que je vais faire, c'est que je vais faire la liste de mes légumes et je vais repérer les familles et au bout d'un moment, je connaîtrai les familles. Et je vais me dessiner ma zone de plantation et je vais, par exemple, commencer par les pieds de tomates. Souvent, on commence par ça, par quelque chose de plus gros. Et donc, un pied de tomate, je vais les positionner sur mon dessin en respectant les distances recommandées. C'est-à-dire que pour la tomate, par exemple, eh ben, un pied tous les 50 cm. 50, 60, 80 en fonction des variétés. Souvent, c'est marqué sur les sachets. Sinon, quand vous connaissez la variété de votre tomate, vous pouvez faire la recherche. Et mon but va être de combler tous ces trous. Parce que comme vous pouvez le voir sur ce plan-là, ben, j'ai encore plein de place en fait pour faire pousser des choses. Eh bien, je vais décider que d'un côté, je vais rajouter, par exemple, des salades. Et je vais intercaler des salades. Et je vais intercaler autre chose. Je vais peut-être que après les salades, tiens, au bord, je vais me planter quelques petits oignons, tout en bordure. Pourquoi les oignons en bordure? Pour une règle que je vais vous expliquer un peu plus tard, mais aussi par exemple parce que bah, souvent on met les oignons ou les aliacées en bordure parce que souvent c'est une zone qui est un peu plus sèche. C'est souvent au bord d'une culture et, ils ont une volonté d'avoir moins d'eau. Ils ont besoin de moins d'eau et s'ils ont trop d'eau, euh, ils ne sont pas très bien. Alors, comme on va arroser les tomates qui sont au centre, bah, si les oignons sont un peu plus loin, ils ne seront pas dérangés par l'excès d'eau. Enfin, ce qui pour eux est un excès d'eau et qui ne l'est pas pour la tomate. Et ainsi de suite. Et en fait, le but, c'est de remplir totalement nos zones de culture de légumes. L'idéal, ça serait presque en plein milieu de la saison, c'est d'avoir une zone de culture où il n'y a pas un seul brin de soleil qui touche le sol. Au moment où on arrive à ça, on a, on a gagné. On est arrivé à un système forestier. On est arrivé à un système où toute l'énergie c'est l'énergie solaire, toute l'énergie est captée par les feuilles et il n'y a pas un brin d'énergie qui vient taper le sol et donc se perdre et non seulement se perdre, mais en plus déranger la vie du sol. Donc, quand on va planter, quand on va mettre en place toutes nos plantes, on va pouvoir penser euh, à la taille qu'elles vont faire à l'âge adulte. Et si elles sont toutes à touche-touche, c'est pas du tout un problème. Elles vont pas du tout s'empêcher de pousser. Si on a respecté les distances entre chaque chose. Les assemblages qu'il y a à éviter absolument, on va y venir. Et donc, on pourrait totalement, là j'ai fait une ligne en mettant que des pieds de tomates, mais on pourrait alterner, on pourrait mettre un pied de tomate et, euh, et, euh, et ensuite une aubergine. On a dit que c'était la même famille. Ça veut dire qu'il ne faut pas les mettre à côté. Mais ça veut dire que si on respecte les distances de sécurité entre deux pieds, on peut soit mettre deux pieds de tomate, soit un pied de tomate, un pied de poivron ou un pied de concombre. Non, pas de concombre, excusez-moi, c'est notre famille. Un pied de, un pied d'aubergine. Voilà. Ce qu'il faut, c'est toujours garder les distances de sécurité. Donc on peut les alterner, c'est pas impossible. Bien sûr, on nous demande si on peut glisser des fleurs qui attirent des insectes entre les semis de nos légumes. Totalement. Les fleurs font partie des choses qu'il faut réimplanter au potager. C'est pas obligatoire, mais ça peut servir.
des œillets d'Inde. Il y a toute une liste de fleurs qu'on peut rajouter. Euh, et les distances, exactement. Ce que me demande Joël, les distances, c'est dans la même famille. Exactement, les distances, c'est dans la même famille. On respecte les distances entre les membres de la même famille parce qu'ils ont les mêmes besoins au même moment et que on les mettrait en concurrence. Euh, voilà. Ensuite, on peut rajouter les herbes aromatiques au milieu. Voilà, il faut juste penser, il faut imaginer son potager une fois que tout a grandi, quelle taille ça va prendre chacun. Euh, et voilà. Et puis, on peut aussi penser qu'il y a des choses qui vont arriver à maturité avant. Par exemple, si la même journée, on plante des salades et on sème des radis, eh bien, on peut semer des radis totalement même contre les salades parce qu'on sait que les radis seront à maturité longtemps avant que la salade ait pris de son ampleur. Donc, on a utilisé le terrain euh, à bon escient. Alors, les familles qu'il ne faut pas mélanger. On retourne sur mon tableau. Les règles au potager. Donc, respecter les distances entre deux plants de la même famille. C'est-à-dire, par exemple, les tomates, poivrons, pommes de terre, aubergines, on les met à distance. Oui, dans les jardinières également, on peut serrer. Tout dépend de la taille de la jardinière. Il faut adapter la plantation en fonction de la jardinière. Mais, par exemple, au pied ce serait dommage de se contenter de mettre des pieds de tomates. On peut mettre des choses au pied de la tomate. On peut mettre, par exemple, faire pousser des petits pois ou des haricots qui vont planter, qui vont grimper et entourer notre pied de tomate autour de son piquet et même nous servir pour nous aider à lier nos pieds de tomate à nos piquets. Et à côté, une salade. Il y a plein d'associations qui sont recommandées. La plus célèbre de toutes, c'est, mais qui commence à être décriée, et je vais vous expliquer l'astuce. La plus célèbre de toutes, c'est, alors je sors, je reviens en caméra. La plus célèbre, c'est les trois sœurs qu'on appelle. C'est maïs, donc pareil, de nouveau, ça nous vient d'Amérique du Sud. Maïs, euh, haricot et courge, ou courgette, ou quelqu'un de la famille des courges. Pourquoi? Parce qu'on dit le maïs va monter, euh, l'haricot va grimper autour du maïs, donc va s'en servir de tuteur. Donc le maïs va servir de tuteur au haricot. Mais le haricot va rendre un autre service au maïs, c'est que le maïs est gourmand en azote. Et ayant la capacité d'assimiler l'azote de l'air, le pied de petits pois ou d'haricots va capter l'azote qui est dans l'air et va le mettre dans ses racines. Et donc va faire un apport supplémentaire d'azote pour le maïs qui lui est très gourmand. Et au pied, on plante une troisième chose, c'est une courge ou une courgette ou quelque chose comme ça, qui va avoir des grandes feuilles et qui va faire de l'ombre aux deux premiers. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec cette plantation. Premièrement, parce que cette plantation, quand même, le maïs étant gourmand et la courge étant gourmande, demande d'être plantée dans une zone qui a bien été amendée au bon moment en automne et donc une zone assez riche. Le deuxième truc, c'est que souvent, on veut faire comme en Amérique du Sud et planter les trois en même temps. On met les trois graines euh, dans le même petit poquet. C'est comme ça qu'on fait en Amérique du Sud. Ça marche très bien chez eux, mais ça ne marche pas très bien chez nous pour la simple et bonne raison, c'est que le maïs prend plus de temps à se lancer parce qu'on n'a pas la même chaleur. Même ici dans le sud, peut-être du côté de Montpellier, je ne sais pas, mais en tout cas même à Toulouse, la chaleur n'est pas suffisante pour que le maïs parte assez fort et donc il se fait rapidement rattraper par le haricot et coucher par le haricot. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par deux graines. Vous plantez le maïs et la courge, et quand le maïs est parti, vous plantez le haricot, qui va pouvoir pousser sur un maïs qui a déjà grandi et qui est en capacité d'accueillir le poids de son nouvel ami. Donc Stéphanie, si tu fais l'expérience, c'est super. Mais voilà, le petit conseil que je te conseille de faire, c'est d'abord les deux premières et tu rajoutes la troisième. Est-ce que l'on doit planter en fonction de la taille des plantes et les besoins en soleil? Exactement. Quand tu vas imaginer ta zone de culture, tu vas imaginer en hauteur et en largeur comment ça se passe. Ils ont tous besoin de soleil. Enfin, ils ont tous besoin de chaleur. Par exemple, la tomate, on imagine qu'elle est très contente d'être en plein cagnard. Sauf que la tomate, pour mûrir, ce qu'elle a besoin, c'est de chaleur, c'est pas de lumière directe. Donc, par exemple, si vous avez
Si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud, eh bien, si vos pieds de tomates pousseront peut-être un peu mieux, euh, un peu à l'abri d'une haie ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les faire pousser euh, en plein soleil. Ça veut dire qu'on peut les faire pousser ailleurs qu'en plein soleil, surtout. Voilà. Et donc oui, mais en séparant ces familles et en gardant les distances de sécurité, en règle générale, tu vas avoir la distance nécessaire. Pour revenir à l'artichaut, par exemple, justement, l'artichaut, tu ne vas pas l'installer au milieu des autres parce qu'il va étouffer tout le monde. Il prend tellement de place que tu es obligé de le mettre dans un coin de ton potager. Donc, il va falloir penser à ce genre de détails-là. Mais pour la majorité des légumes cultivés l'été, bah, en respectant les distances entre chaque famille, euh, cette culture émergée se fait naître. Bon. Ensuite, il y a deux familles qu'il faut éviter de mettre au même endroit. Ce sont les solanacées, donc tout ce qui est tomates, etc., et les curcubitacées, tout ce qui est concombre ou courge. Pourquoi? Bien parce que ce sont deux plantes qui sont très gourmandes. Donc, mettre côte à côte, même s'ils ne sont pas de la même famille, deux plantes très gourmandes, ben, ça ne pourrait fonctionner que si on plante directement sur un gros composteur. Parce que voilà, il y aura tellement un besoin d'énergie et de nutriments dans le sol qu'ils vont être en concurrence l'un avec l'autre. Donc, on va éviter de mélanger tomates, concombres, courges dans le même carré. Et donc, justement, c'est la raison qui fait que moi, quand j'imagine mes zones de culture, eh bien, j'ai d'un côté mes zones de culture basées sur les tomates et de l'autre côté mes zones de culture basées sur les courges. Voilà. Et je fais mes mélanges à partir de ces deux familles-là. Ensuite, ce qui pose des problèmes, c'est la famille des liliacées. Donc, tout ce qui est ail, oignons, poireaux et tout ça. Ils ne poussent pas bien avec deux familles qui sont la famille des brassicacées, donc tout ce qui est choux, radis, et la famille des fabacées, donc les fèves, les haricots et les petits pois. Ça veut dire qu'il ne faut pas les mettre à côté. Ça veut dire qu'on va garder une distance, euh, au minimum, la distance comme entre deux membres de la même famille. Certains en sont même arrivés, pour ne plus se fatiguer, de réserver un coin de leur potager pour les familles de liliacées. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. Moi, je préfère les mettre en bordure, euh, mais c'est un choix. Je les mets plutôt en bordure de mes zones de culture, en faisant attention à ne pas les mélanger avec les autres. Mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que justement, tout ce qui est fèves, haricots, petits pois, je vais les faire pousser au pied de mes pieds de tomates. Euh, voilà, ça complique un peu la récolte, mais bon, on n'est pas sur du maraîchage, on est sur du potager. Donc, c'est pas très grave si on doit fouiller entre les feuilles de tomates pour trouver des haricots. Euh, c'est pas très gênant. Et donc, tout ce qui est brassicacées, les choux, les radis, je vais les mettre entre deux pieds de, de tomates alternées avec des salades. Du coup, avoir toute la famille des liliacées qui font le tour de la zone de culture, eh bien, ne posera plus de problème. Voilà. Mais c'est juste cette famille qui peut poser problème. Donc, tout ce qui est ail, oignon, poireaux, on ne les met pas à côté des choux, des radis, des fèves, des haricots et des petits pois. Ce sont les 4 règles. Donc, je répète les 4 règles et ensuite je réponds à Stéphanie. Les 4 règles: respecter les distances de plantation entre deux plants de la même famille, éviter de mélanger les solanacées, c'est-à-dire les tomates et compagnie, avec les curcubitacées, les concombres, les courges et compagnie. Et la troisième, éviter les liliacées, ail, oignons, poireaux, avec les brassicacées, les choux, les radis. Et éviter les liliacées toujours, avec les fabacées, les fèves, les haricots et les petits pois. Ce qu'il en est sur l'hybridation des curcubitacées. Euh, J'avais, alors, je te trouverai. S'il y en a d'autres qui sont intéressés par ce sujet, vous m'envoyez la question par mail. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet d'aller jusqu'à la graine, c'est-à-dire faire leur propre graine, il y a des méthodes à utiliser. Il y a certaines méthodes compliquées, d'autres un peu plus faciles.
Euh, vous m'envoyez un mail, je vous expliquerai. Mais basiquement, la majorité d'entre nous, non pas forcément, mais plusieurs d'entre vous ne vont pas vouloir se poser la question d'aller jusqu'à la graine, c'est-à-dire pouvoir récupérer les graines de ces courges pour pouvoir les refaire l'année suivante. Si vous souhaitez aller jusqu'à la graine, euh, je vais vous conseiller de ne pas mélanger vos, vos, vos légumes fleurs, enfin fruits, mais donc avec une fleur. Euh, C'est-à-dire que si vous voulez avoir des tomates qui ressemblent toujours à la même tomate, vous ne pouvez pas planter côte à côte des tomates rouges avec à côté des tomates or, des tomates. Voilà, vous n'allez pas pouvoir mélanger les différentes tomates parce que vous avez des risques d'hybridation entre les tomates. Vous avez aussi des risques d'hybridation entre les courges si vous plantez des courges différentes. Du coup, ce qu'on fait, alors c'est pas forcément, c'est pas du tout un problème pour les tomates, parce si vos tomates s'hybrident entre elles, c'est vraiment, ça va pas, il n'y a pas de souci. On a des soucis chez les curcubitacées parce qu'il y a des mélanges qui peuvent aller jusqu'à rendre des fruits toxiques, qui rendent les gens malades. On va pas en mourir, mais c'est quand même pas agréable d'être malade parce qu'on a mangé une courge qui avait été hybridée. Donc, voilà, la meilleure façon pour éviter d'avoir une hybridation dans des courges, c'est de, de cultiver un seul style de courge ou de la courge que l'on veut, dont on veut garder les graines, c'est de la faire pousser sous un filet anti-insectes qui va empêcher les insectes pollinisateurs de venir, mais ça va vous demander de faire une pollinisation manuelle, c'est-à-dire prendre un petit pinceau et le passer entre chaque fleur pour que vous ayez quand même une pollinisation qui fasse une fructification. Mais là, on rentre dans les explications un peu particulières. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ce sujet, vous m'envoyez un message. Séverine qui me dit, j'ai déjà planté 3 plants de tomates dans une jardinière de 120 centimètres de long. La distance de sécurité n'est pas respectée. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. C'est juste qu'elles vont pousser, quoique 120 centimètres de long. euh, oui, oui, t'as réduit un peu. Ça veut dire que si tu as un pied qui tombe malade, les autres tomberont malades. C'est pas très grave. Ça veut dire aussi que les 3 pieds vont avoir une production qui est un petit peu amoindrie par la présence des 2 autres. Mais dans tous les cas, tu auras quand même plus de production que, que, euh, que si tu n'en avais planté que 2. Euh, à ce sujet, dans les fermes-usines, ils ne s'embêtent pas avec ces distances de sécurité dont on parle. Euh, Ils les font pousser côte à côte. Voilà. Donc c'est pas grave. Moi, je vous parle toujours de ce qui est idéal et ensuite on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a sous la main. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions sur les sujets qui ont été abordés aujourd'hui? Oui, Laurent a raison. Ils ne respectent pas, mais ils mettent des pesticides et ils font pousser et leurs plantes sont sous perfusion. Le mélange tomate-basilic fait partie des mélanges qui sont très connus et très reconnus, qui améliorent même le goût des tomates. Voilà. Au pied d'olivier et vigne en pot, on peut mettre quoi? Ce que tu as envie tant que c'est pas la même famille. C'est toujours la même, la réponse sera toujours pareille. Tu peux tout mélanger, il faut juste vérifier les familles, c'est tout. Est-ce qu'il y a alors, il y en a plein. Il y a des livres entiers qui sont faits sur les compagnonnages au potager. Tu peux retrouver plein de compagnonnages sur Internet. Euh, mais franchement, moi je te dirais plutôt fais une liste de tout ce que tu as envie, toi. Tu peux regarder les compagnonnages, ça pourra te donner des idées. Mais si tu fais une liste de tous les légumes que tu as envie d'avoir, que tu vérifies les familles et que tu respectes les 4 règles que je t'ai données, dans tous les cas, tu auras des compositions dans ton potager qui sont bénéfiques les unes pour les autres, qui vont se protéger les unes pour les autres. La seule chose, c'est que tous les compagnonnages n'ont pas été étudiés. Et donc, il y a les compagnonnages qu'on a étudiés et dont on peut dire clairement ça apporte ceci, ça apporte cela. Ça a été passé à la moulinette scientifique.
Et il y a tous les autres compagnonnages qu'on n'a pas étudiés. Donc, si tu respectes les 4 règles que je t'ai données tout à l'heure, eh ben, tous les compagnonnages sont bons dans le cadre de dans ces 4 règles. Est-ce qu'il y a des plants tout prêts pour semer? Est-ce que tu peux reformuler cette question parce que je ne la comprends pas? Enfin, elle peut être comprise dans plusieurs façons. S'il te plaît, Anne-France. Le purée d'ortie, c'est un bon engrais, oui, on l'a vu samedi dernier. Le purée d'ortie est un très bon engrais, même si couper les orties et les poser en paillage sera, pour moi, tout aussi bénéfique, mais vous pouvez faire des purins, c'est très bien. Pourquoi je dis que ça sera d'autant bénéfique, c'est que les minéraux et les éléments seront libérés plus doucement. Il n'y aura pas un effet boost, mais il y aura un effet sur la durée. Non, la décomposition des déchets organiques, qu'elles soient directement au sol ou dans un composteur, n'apporte aucune maladie. Au contraire, on le verra la semaine prochaine par rapport à la gestion des insectes et des maladies, c'est que plus on prend soin du sol, plus on nourrit le sol, moins il y a de maladies, et je vous expliquerai pourquoi. Bonjour, l'odeur des purins. Bon, un purin bien fait n'est pas censé sentir. Euh, Pareil, si le sujet vous intéresse, il y a des vidéos qui existent où des gens vous expliquent comment faire un bon purin. Un purin bien fait ne sent pas mauvais. Voilà. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail de faire bien un purin pour il ne sente pas. Si un purin sent, c'est que vous avez dépassé le stade du purin et que vous êtes dans la putréfaction en anaérobie. Désolé pour les mots compliqués, mais en gros, voilà. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser, ce purin, parce qu'il pue. C'est juste que tu l'as raté. Mais ça reste une bonne soupe pleine de minéraux pour tes plantes. Mais c'est pas la meilleure des soupes que tu aurais pu leur servir. Voilà. Non, le fait d'avoir une haie de tuya n'a pas une influence toxique. Le tuya va acidifier le sol en dessous de lui-même, mais sa présence n'a pas de problème, voilà, n'a pas d'influence toxique directe. Surtout si tu as une terre qui est bien alimentée, que tu l'alimentes correctement, tu n'auras pas de problème avec l'acidification. Surtout que la majorité, même si on peut même cultiver en terre acidifiée, si vous faites la recherche des légumes qui acceptent les terres acides, vous verrez que la majorité des légumes que vous voulez cultiver au potager acceptent un terrain un peu plus acide. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est juste que les tuyas, moi je vous conseille, si vous installez votre maison, vous venez construire une maison, on vous propose de faire une haie, on vous conseille souvent les tuyas parce que c'est dense toute l'année. C'est pas ce que vous pouvez faire de mieux. Si vous avez hérité d'une haie de tuyas ou parce que avant cette, cette formation vous n'étiez pas au courant, mais c'est pas grave, on prend ce qu'on a et on fait avec. Mais mais je fais une petite aparté sur les haies. Les haies de tuya, moi je vous déconseille parce que vous pouvez pas l'utiliser la haie de tuya. Vous pouvez, si vous le broyez, 20% du broyat de bois pourra être du tuya. Vous pouvez le broyer, le mélanger au compost, mais pareil, gardez une proportion, 20-30% maximum de ce que vous ajoutez, ça doit être du tuya. C'est tout ça juste pour éviter l'acidification du sol. Donc le tuya va devenir plus un déchet qu'autre chose. Donc juste pour le confort d'avoir une haie uniforme et un vis-à-vis avec les voisins occulté toute l'année, c'est dommage. Ce qui est le mieux, si vous deviez imaginer une haie, c'est une haie diversifiée. Et vous pouvez imaginer même des haies avec des fruitiers, des haies avec des arbres à coque, des noix à coque. Vous pouvez utiliser, il faut se dire, il y a 1 mètre linéaire tout le long de ma clôture qui va être perdu si je mets que du tuya. Alors que je peux mettre ça prendra plus de temps. Ça sera moins rapidement haut, ça sera moins rapidement dense. Mais vous pouvez vivre sur la durée. Moi, j'ai une phrase que je garde pour toujours, c'est
vis comme si Jésus revenait cette nuit et, et travaille comme s'il revenait dans la génération suivante. Et ça s'applique partout, ça s'applique aussi dans le potager et dans la conception d'un jardin. Si je, si je prends le temps, si ça doit me prendre 10-20 ans d'avoir une belle haie, mais une haie qui apporte plein de vie, une haie diversifiée, qui, euh, qui va m'apporter des fruits de différentes façons pour toute l'année, et même si moi je la vois pas cette haie, si ceux qui sont après moi peuvent en bénéficier, bah, je crois que ça aurait été beaucoup plus utile que de planter une haie de tuya. Donc si vous avez des tuyas, je ne vais pas vous dire allez-y, arrachez tout. Parce que déjà, pour planter quelque chose derrière le tuya, il faudra quelque chose qui accepte cette terre acide. Mais si vous n'avez pas une haie de tuya, il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses qu'on peut faire mieux que ça. Voilà. Je lis les questions qui sont tombées pendant que je discutais. Est-ce qu'il y a des schémas de plantation tout prêts pour aider les débutants? Non. Enfin, peut-être. Mais ça m'étonnerait, ou alors vous allez les trouver payants. Si vous voulez qu'on en discute, vous m'envoyez la liste des légumes que vous pensez. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec ces 4 règles, mais sinon c'est tout simple, comme je vous ai dit, vous posez la liste vous faites à l'écrit une sorte de tableau, vous marquez euh, le légume que j'ai choisi, la distance entre deux rangs de la même famille, les différentes familles, vous prenez un stabilo, vous mettez les mêmes familles de la même couleur, et puis ensuite, vous posez ça sur un rectangle ou qui fera la forme de votre potager. Vous en êtes capable. Il y a 4 règles à respecter, 5 avec les distances. Tout le monde en est capable. Si vous avez vraiment un souci, vous m'envoyez un mail, on en discute. Mais vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de problème. Stéphanie me dit, je me tâte avec le laurier rose que j'ai tout près d'un carré potager. Tu te tâtes, j'imagine, pour l'utiliser en paillage. Ça serait à chercher. Je voudrais pas te dire de bêtises. Je sais que le laurier rose est toxique pour les enfants. Donc, ça me fait me dire, est-ce que ça a un effet sur le sol? J'ai pas la réponse. Je m'étais jamais posé la question. Euh, voilà. Oui, Laurent, je sais que tu es locataire, que tu n'as pas le choix. Il n'y a pas de souci. Philippe, d'ailleurs, confirme, toute la plante est toxique. Nous le savions. Donc, Stéphanie, tu la prends. Oui, le laurier rose, c'est toxique. Il ne faut pas que les enfants portent les mains à la bouche après l'avoir touché. Donc, il ne faut pas le toucher. Quand on a des jeunes enfants, euh, voilà. Si tu étais assistante maternelle à domicile, on te demanderait de le supprimer. Voilà. Est-ce qu'il est trop tard pour semer des graines de tomates? Oui, ça me semble un peu tard là. On arrive au moment où euh, il faut, voilà. La semaine du déconfinement, c'est la semaine où il est bien d'avoir planté ses tomates. Donc, à moins qu'on ait de nouveau un été indien et qu'en septembre, il fasse comme septembre de cette année, un super beau temps. euh, mais bon, après, si tu as du temps, de l'espace et que tu veux te lancer dans des nouvelles tomates en plus de celles que tu vas acheter, moi, je te conseille d'acheter des plants pour pouvoir avoir des tomates le plus rapidement possible dans la saison. Euh, Rien ne t'empêche d'essayer de faire des semis en pariant, si tu es dans une zone où tu peux avoir un été indien, que tu auras peut-être un été indien, si tu es sûr que dans ta région, tu n'auras pas d'été indien, euh, ça sera un peu de travail pour rien. Joël qui me dit 4 règles dont la distance. Non, c'est 4 règles plus la distance. Il y a. Ah non, non, t'as raison, c'est 4 règles dont la distance. Ouais. Respecter les distances, éviter les solanacées et les curcubitacées, éviter les liliacées avec les brassicacées, éviter les liliacées avec les fabacées. On va pas en rajouter. Est-ce que tu parleras de légumes faciles à semer, ou plutôt à mettre en terre en plan? Alors, facile à semer. Il y a plein de règles pour les semis. Euh, c'est vrai que ça nécessiterait de faire un cours entier sur les semis, mais vu la saison où nous en sommes, euh, les seules choses que vous pouvez semer maintenant, c'est des choses qu'on sème directement en terre. C'est pas des semis que l'on fait dans un petit pot qu'on garde précieusement et qu'on va transplanter plus tard.
La transplantation, quasiment tout est terminé maintenant. Là, on va être plus dans les grosses graines qu'on peut semer directement. Voilà. Par rapport aux racines, ouais. Non, normalement, tu devrais pas avoir de problème par rapport aux racines, Stéphanie, par rapport à ton laurier rose. Le problème, c'est par rapport aux feuilles. Il faudrait que tu te renseignes sur à quel point la toxicité perdure après la vie de la feuille, pour savoir si tu peux en faire quelque chose ou si ça doit partir à la poubelle. Là, j'ai pas la, la, la réponse. Oui, Stéphanie nous précise que les cucurbitacées poussent vite. Oui, mais comme j'ai dit, hein, il y a la majorité des choses qu'il faut transplanter, c'est assez tard. L'année prochaine, quand je recommencerai une série de formations à partir de septembre, et parce que comme ça, on pourra amener tout le monde pas à pas à faire un potager dans les bonnes conditions. On passera par les semis mois par mois, etc. Ça sera sûrement plus espacé. Là, je fais des rendez-vous réguliers parce que on est dans l'urgence du moment. Mais quand on reprendra en septembre, ça sera peut-être une fois par mois ou des fois une fois tous les 2 mois qu'on reprendra un temps et on essaiera de lancer les semis au bon moment euh, et on accompagnera chacun comme on peut. Alors, ça sert à rien d'attendre que les derniers Saints des Glaces soient passés. En fait, bah, pour justement la semaine du confinement, c'est la semaine des fameux Saints des Glaces. Et à partir de là, vous pouvez planter sans souci. Ceux qui sont plus dans le sud de la France, si vous avez la possibilité de planter dès maintenant, les tomates, etc., il n'y a pas de souci. Ceux qui sont au-dessus de la Loire, c'est bien d'attendre encore la semaine du déconfinement parce que vous n'êtes pas à l'abri. Après, si jamais il devait y avoir une chute des températures, il est toujours possible de protéger avec des voiles d'ombrage ou avec des cagettes. Il y a toujours la possibilité d'essayer de protéger sa culture. Mais bon. Alors, Corinne me dit, je mets en terre demain, il paraît que la Lune est bonne. Alors, par rapport à la Lune, certains m'ont posé la question à l'écrit. Il n'est pas impossible que la Lune ait un effet sur la façon de cultiver. On sait par exemple que la Lune a un effet sur les arbres, on a pu le mesurer scientifiquement, que les marées, vous, vous le savez certainement, les marées de le mouvement des mers, le mouvement des marées est dû entre autres à notre Lune. On s'est rendu compte que dans les arbres, les marées étaient mesurables de la même façon et dans les mêmes proportions que dans la mer. Donc, on sait que la Lune a un effet donc, sur la sève dans les arbres. Elle en a certainement sur la circulation de notre sang dans le corps, certainement. Elle en a certainement dans la circulation de la sève dans les petites plantes. Mais on ne sait pas quel effet ça a. Du coup, quand on rentre dans une démarche en surveillant les phases de la Lune, ça devient très compliqué et c'est pas toujours opportun parce que ça ne prend, c'est qu'un aspect. Il y a si la Lune est montante ou descendante, mais il y a aussi où en est la météo, etc. Et ça complexifie beaucoup les choses pour des effets qui ne sont pour l'instant pas prouvés ou pas clairement différenciés. Euh, donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez vérifier ce qui est conseillé. Mais après, je ne suis pas allé me renseigner pour savoir quelles étaient les sources. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait scientifiquement, mais c'est très récent, que les marées ont un impact sur la sève. Euh, mais les gens qui ont commencé à mettre en place la surveillance de la Lune, est-ce qu'ils se sont basés sur des constatations au jour le jour du potager? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui notent tout ce qu'ils font au potager et qui, suite à ça, en tirent des conclusions. Est-ce que c'est basé sur ce genre de choses? Dans ce cas-là, c'est intéressant. Ou est-ce que c'est basé sur des compréhensions ésotériques? Et là, dans ce cas-là, moi, ça va me poser un problème. Donc, j'ai pas de, voilà, ce que je t'ai dit là sur la Lune, c'est tout ce que je peux te dire. C'est-à-dire que
il est possible que ça ait un effet. C'est aujourd'hui pas scientifiquement prouvé. Je ne sais pas la source de ces règles-là. Est-ce que c'est une source de personnes qui ont testé et qui ont l'impression qu'il y a un effet, ou est-ce que c'est une source ésotérique? Je ne peux pas te le dire. Voilà, tout ce que je peux te dire sur ce sujet. Alors, tes semis, Anne-France me demande quand est-ce qu'on plante nos semis. En fonction de chaque semis, tu, au dos de chacun des sachets de graines que tu as reçus, tu as les dates de plantation idéales. Et si tu ne les as pas au dos, tu les as facilement sur ton moteur de recherche préféré. Euh, et donc, tu n'es pas obligé de planter. Pour planter selon les familles. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas planter tout le monde en même temps, obligatoirement, mais tu vas planter chacun à son rythme, sauf que tu sais qui tu vas planter à côté de qui à l'avance, parce que tu as fait ton petit plan sur un croquis à l'avance. Voilà. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie à chacun pour votre participation active. Euh, Vous pouvez continuer à parler autour de vous de cette formation. Euh, plus de personnes seront au courant de cette formation, plus de personnes participeront, euh, plus les gens pourront faire un potager correctement chez eux, euh, plus mieux ça sera, quoi. Ouais. Voilà. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Le chiffre peut augmenter. Vous êtes assez modéré dans vos mails. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Je ne suis pas submergé de mails. Donc, on peut continuer à grossir le nombre de personnes qui nous suivent. Euh, voilà. Je vous demande de ne pas partager, si vous voulez, directement vous-même les liens vers les vidéos pour que je puisse, moi, tenir au courant les personnes. Et le jour où je relance ces formations, que les gens puissent être au courant rapidement. Si j'ai des communications à faire, voilà, que je puisse avoir leur adresse mail. Donc, donnez-leur l'adresse mail ou envoyez-moi leur adresse mail pour que je les rajoute à leur demande. Mais s'il vous plaît, ne faites pas circuler les vidéos, c'est mieux. C'est mieux pour moi, pour l'organisation. Je sais que on le fait passer juste aux copains, etc. Voilà. S'il vous plaît, ne les transmettez pas directement et demandez aux gens de s'inscrire. Comme de toute façon, c'est gratuit. La participation est libre. C'est ceux qui le souhaitent et qui le peuvent qui participent financièrement. Et c'est même pas directement pour les formations, c'est pour des opérations futures qu'on va mettre en place. Moi, je donne ce temps-là pour vous. Et ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent peuvent faire des dons pour une association. Ça circule. Voilà. Moi, vous recevez, vous donnez, que ça puisse être reçu dans des choses qui sont en cohérence avec. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Bonne nuit à chacun et à très bientôt.